jusqu'à la date de diffusion de l'émission. Je vous le rappelle, ce sera le dimanche 27 septembre. Vous qui habitez les régions de Mons, Arlon, Bruxelles, Namur, Liège, Marche, ralliez Charleroi en voiture et participez au Rallye 27, organisé à l'occasion de la fête de la communauté française. Tous les renseignements, aux heures du bureau bien sûr, au 071 32 23 66 extension 253 ou alors 24 heures sur 24 au 071 33 38 38. Le Rallye 27, une piste d'aventure à suivre en famille ou entre amis. Qu'on se le dise donc, ce sera la fête à Charleroi le 27 septembre. Les bulletins de participation vous attendent dans tous les centres de la RTBF et les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 10 septembre. Bonne soirée à tous sur la Une. Après le journal que va vous présenter Jean-Pierre Gallet, votre affiche cinéma à 20h. Et puis, comme chaque dimanche soir de l'été, en début de soirée, votre émission de jeux et de variétés présentée par Thierry Luters, Le Grain de Sable. Un match pour le plaisir qui opposera ce soir la Maison des Historiens de Louvain-la-Neuve à l'équipe de la Commission des Jeunes de Pépinster. Et pour soutenir les dignes représentants, deux invités de choix, Gérard Lenormand et notre ami de toujours, Salvatore Adamo. 20h55, quatrième et dernière partie de la télésuite américaine Masada. Masada que Boris Sagal a réalisé d'après le roman d'Ernst Gann. À Masada, les rebelles resserrent les rangs et partagent la conviction des plus âgés. C'est Dieu qui a confié cette mission à Éléazar Ben Yaïr et à lui seul. La guerre doit être menée jusqu'au bout. 22h25, les dernières infos du week-end présentées par René Thierry et Roger Laboureur. Excellente soirée à tous et à toutes. Namur, Fête de Wallonie, vivez en direct l'enregistrement de l'émission RTBF Nouvelle Vague. Herbert Léonard, Étienne Dao. L'affaire Louis Trio. Vanessa Paradis. Shaki Quartz. Graziella de Michel, Arnold Turbouz, Blanchard et beaucoup d'autres. C'est à Namur le vendredi 18 septembre avec la participation de Schweppes. Les Iraniens se tâtent après la rafale de bombardements irakiens. Afrique du Sud accorde dans le conflit des mines. Lee Marvin, l'homme qui préférait les coyotes aux chiens, est mort à 63 ans. Bonsoir, les championnats du monde d'athlétisme à Rome ont déjà rapporté 24 heures après leur ouverture quelques images de légende. Supériorité écrasante dans le marathon dames de la portugaise Rosa Mota, et puis cette chevauchée fantastique du noir au bandeau blanc, le soldat kényan
Paul Kiplouche faisant littéralement éclater le peloton à la moitié du 10 000 mètres. Aujourd'hui, 5 finales avec le face-à-face historique Carl Lewis et Ben Johnson sur 100 mètres, 2 hommes que tout sépare à la conquête du titre d'homme le plus rapide de la planète. Beaucoup d'entre vous ont vécu l'événement en direct sur notre antenne. Cet après-midi, événement est peut-être un mot faible. Rome a vécu un 100 mètres de légende avec la victoire de Johnson, mais surtout un nouveau record du monde. Regardez. Je vous rappelle l'ordre des couloirs. Au 5, Ben Johnson. Au 6, Carl Lewis. La 3e place, c'est une autre histoire. C'est une 2e course. Départ de la finale du 100 mètres avec un départ canon de Johnson, mais Lewis n'est pas loin. 1 mètre d'avance pour Johnson. Il avance, n'augmente pas si légèrement. Lewis est battu, il revient, mais il est battu nettement. Johnson, 9 secondes, 84 centièmes. J'attends la confirmation du temps. Mais dans ce cas, il aurait pulvérisé le record du monde. Ben Johnson qui a nettement dominé Lewis. Le vent est de 0,95 dans le sens favorable au coureur, mais donc il n'est pas excessif. Ben Johnson bat le record du monde et il fallait le faire pour battre Lewis. Eh bien oui, 9,83 finalement, et record du monde battu. International, golf, l'Irak remet ça, prenant ses meilleurs alliés à contre-pied au point d'inquiéter Washington qui demande un peu de réserve. Après les bombardements d'hier et l'incendie d'un pétrolier iranien, l'aviation irakienne a poursuivi ses raids aujourd'hui, notamment contre le terminal pétrolier iranien de l'île de Karg. C'est à l'aube que l'aviation irakienne a attaqué le terminal pétrolier iranien de Karg, par lequel transitent 90% des exportations pétrolières iraniennes. Le raid de ce matin fait suite à plusieurs attaques irakiennes lancées hier contre des installations pétrolières iraniennes dans le Golfe. Les Irakiens justifient ces bombardements par le refus iranien d'appliquer immédiatement la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies qui prévoit un arrêt complet des hostilités entre l'Iran et l'Irak. Le cessez-le-feu est indivisible, disent les Irakiens, qui ajoutent ou bien il inclut les opérations terrestres ou bien il ne vaut pas la peine d'être respecté. Oui, Claude, visiblement, l'Irak met beaucoup de monde dans l'embarras, peut-être à commencer par Washington. Alors on peut se demander quelles sont les motivations de Bagdad et quelle risque d'être la réaction de Téhéran. Oui, l'Irak a repris ses raids dans les eaux du Golfe Persique parce que l'Irak ne voulait pas du cessez-le-feu partiel qui s'était instauré de facto depuis quelques semaines dans le Golfe. Les Irakiens sont aussi irrités par l'incapacité du Conseil de sécurité des Nations Unies et de la Ligue arabe à imposer à l'Iran un arrêt généralisé des hostilités. Mais aux yeux des dirigeants irakiens, la reprise des attaques dans le Golfe a un autre avantage. Elle accroît les risques d'une confrontation entre l'Iran et les États-Unis. Et les Irakiens souhaitent cette confrontation, mais Iraniens et Américains ont ces derniers jours laissé entendre qu'ils souhaitaient éviter un affrontement. Et c'est peut-être pour éviter cette escalade que les Iraniens se sont jusqu'à présent abstenus d'attaquer en représailles aux attaques irakiennes des installations pétrolières koweïtiennes, comme ils avaient plusieurs fois menacé de le faire. Les Iraniens ont compris qu'un raid sur des pétroliers koweïtiens serait rapidement suivi d'une entrée dans le conflit de l'énorme puissance de feu de l'armée américaine. Les Iraniens savent aussi qu'une attaque contre le Koweït provoquerait l'arrêt immédiat du soutien diplomatique discret que leur apportent plusieurs pays arabes, à la tête desquels se trouve la Syrie. Alors tout ça fait qu'à Téhéran, on prend le temps de réfléchir à une riposte éventuelle, d'autant plus que s'ils se tiennent calmes pendant quelques jours, les Iraniens pourraient bien tirer un profit diplomatique de la reprise des raids irakiens. On sait en effet qu'au moins 3 pays, membres du Conseil de sécurité, l'URSS, les États-Unis et la Grande-Bretagne, étaient opposés à une reprise des attaques irakiennes et avaient instamment demandé aux dirigeants de Bagdad de respecter le cessez-le-feu de facto qui s'était établi dans les eaux du Golfe. On s'achemine sans doute vers la fin de la grève des mineurs en Afrique du Sud. Un accord a été conclu cet après-midi entre le syndicat des mineurs noirs et le patronat. Les patrons ont appelé les mineurs à reprendre le travail ce soir même. Cette grève extrêmement dure aura donc duré exactement 3 semaines. Elle a fait au moins 9 morts et 300 blessés. Elle a donné lieu surtout à une incroyable partie de bras de fer entre patrons et syndicats. 46 000 mineurs ont été licenciés et on a même vu cette chose incroyable des mineurs grévistes obligés de descendre au fond par des vigiles en armes. Cyril Ramaphosa, le leader du NUM, le syndicat des mineurs noirs, n'était pas très bavard à son arrivée aux négociations. Il n'était guère plus expansif à sa sortie, 3 heures et demie plus tard. Et pourtant,
il venait de conclure un accord avec les patrons. C'est le président de la Chambre des mines, Nas Steenkamp, qui allait être le premier à donner la nouvelle. Il s'est dit très heureux d'annoncer l'accord conclu avec le syndicat des mineurs. Les précisions allaient venir un peu plus tard. L'accord patron-syndicat est le même, à peu de choses près, que celui que les mineurs avaient rejeté mardi dernier. Donc, pas de nouvelle augmentation salariale. Les mineurs réclamaient 27%, les patrons refusaient d'aller au-delà des 15 à 23% qu'ils avaient accordés en juillet dernier. Fin d'après-midi, conférence de presse de Cyril Ramaphosa. Il confirme, sans enthousiasme, l'accord avec les patrons. Un accord qui ressemble à une défaite pour lui. Après une semaine de grève supplémentaire, les mineurs n'obtiennent rien de plus. Même pas l'assurance que les 46 000 travailleurs licenciés pendant le conflit seront réintégrés. À la frontière entre le Tchad et la Libye, la ville d'Aouzou, enjeu stratégique mais aussi symbolique pour les deux pays. Pour le président tchadien, il célébrait la reprise d'Aouzou il y a 3 semaines, parachevait l'action de réunification nationale. Pour le colonel Kadhafi, Aouzou, c'est la Libye. Et la perte de cette palmeraie était pour lui un véritable camouflet. Depuis hier, les Libyens ont repris Aouzou, les premières images. Allah ou Akbar, Allah est grand et le drapeau libyen flotte à nouveau sur Aouzou. Pour le prouver au monde entier, le colonel Kadhafi avait invité hier soir des journalistes étrangers à se rendre sur place. Ces soldats sont heureux et on les comprend. Depuis le mois de décembre, ils encaissaient défaite sur défaite et ils ont perdu pratiquement 1 homme sur 10. La reprise d'Aouzou tombe donc à pic pour regonfler le moral des troupes libyennes et pour redorer le blason du colonel Kadhafi qui célèbre dans quelques jours le 18e anniversaire de son accès au pouvoir. Le bilan annoncé par les Libyens fait état de 460 morts et 877 blessés chez les Tchadiens. L'armée libyenne n'aurait perdu que 10 hommes. Après 24 heures de silence, les autorités tchadiennes ont donné leur version des événements. Les Libyens auraient pris une position sur l'accès à la localité d'Aouzou. Mais l'armée tchadienne tient toujours ses positions autour du village et les combats se poursuivent. Ces images en tout cas ne laissent planer aucun doute. Les Libyens ont reconquis Aouzou, mais s'ils ont gagné une bataille, la guerre, elle, n'est certainement pas finie. 4 nationalistes lituaniens ont adressé aujourd'hui un télégramme au chef du Kremlin, Mikhail Gorbatchev. Ils dénoncent la répression exercée par la sécurité de l'État, le KGB, à l'encontre des participants à la manifestation du 23 août à Vilnius, capitale de la Lituanie. Ce jour-là, des manifestations s'étaient déroulées dans les capitales des 3 pays baltes. Riga, capitale de la Lettonie soviétique, le 13 août dernier, autour du monument de la Liberté. Des policiers empêchent les manifestants d'approcher. On peut s'en rendre compte sur ces images heurtées, prises à la sauvette par une caméra d'amateur. Les manifestants commémorent à leur manière l'anniversaire du pacte germano-soviétique, le 13 août 1939, prélude à l'annexion des pays baltes par l'URSS. Ils étaient plusieurs milliers à manifester ainsi dans les 3 capitales baltes, ce 13 août. Les Lettons à Riga, les Lituaniens à Vilnius, les Estoniens à Tallinn. Il n'y a pas eu de violence, mais ces manifestations nationalistes sont de nature à inquiéter sérieusement le Kremlin, notamment après les manifestations de Tatars à Moscou en juillet. La transparence soviétique a ses limites. La fin d'une secte peut-être, en tout cas un suicide collectif en Corée du Sud qui n'est pas sans rappeler ce qui s'est passé en Guyane en 1978. 32 cadavres ont été retrouvés dans une fabrique à 80 km de Séoul, des cadavres allongés aux côtés de 6 jarres ayant contenu des tranquillisants, une Bible, des livres de prière, mais aussi des paquets de nouilles instantanés. La police sud-coréenne a découvert 32 cadavres dans le grenier d'une fabrique d'objets artisanaux, les victimes d'un pacte de suicide au sein d'une secte religieuse. Apparemment, ils ont d'abord tenté de s'empoisonner au moyen de tranquillisants, mais les doses n'étaient pas suffisantes. Un homme aurait étranglé les mourants avant de se pendre. La plupart des cadavres avaient les pieds et les mains liés, ce qui laisse supposer que toutes les morts n'ont peut-être pas été volontaires. Parmi les morts, Madame Park Sun-ya, qui dirigeait la secte. Elle prétendait être une déesse et vivait entourée de ses fidèles, dont elle avait fait ses créanciers. En fait, elle leur devait 8 millions de dollars. Elle exerçait une influence mystique sur ses employés, mais de là à organiser un suicide collectif pour les dettes d'un seul. Belgique, interview de rentrée presque traditionnelle du Premier ministre Wilfried Martens. Demain, dans la Libre Belgique, nos confrères ont rencontré le Premier ministre à la fin de ses vacances méditerranéennes à Bormes-les-Mimosas. Et avant de gagner Montréal pour le sommet francophone, Wilfried Martens a fait le tour des problèmes au cours d'un entretien qui fera donc la une de la Libre demain.
Nos collègues nous ont fait parvenir quelques extraits des propos du Premier ministre. Des extraits, mais aussi quelques photos prises sur place, vous le voyez, l'on peut dire au propre et au figuré que Wilfried Martens s'est jeté à l'eau. C'est bien lui. La rentrée, dit-il, eh bien, après le temps de la rigueur, c'est le temps des réformes pour donner une impulsion nouvelle au pays. Problèmes éthiques, Wilfried Martens prononce une mise en garde en matière d'avortement. On va vers un moment délicat, la discussion parlementaire en cours n'étant pas sans danger pour le gouvernement. Fouron, pour Wilfried Martens, José Appart ne peut plus poser d'acte de bourgmestre faisant fonction s'il ne se soumet pas et pose donc des actes nuls. La commune de Fouron deviendra ingouvernable et les autorités de tutelle seront obligées d'intervenir. Le Premier ministre confirme que le ministère public va introduire un recours contre l'ordonnance liégeoise qui oblige Appart à exercer certaines fonctions de bourgmestre. Golfe enfin, eh bien, le Premier ministre ne se déclare pas hostile, au contraire, à l'envoi de chasseurs de mines belges dans le Golfe, à condition que la décision soit prise dans le cadre européen de l'UEO. Cambriolage spectaculaire cette nuit dans une villa de Rhodes-Saint-Genèse. 4 malfaiteurs, dont l'un portait un uniforme de la police communale, ont pénétré dans une habitation privée. Ils ont emporté un butin évalué à 4 millions de francs après avoir ligoté les occupants. L'uniforme que portait l'un des bandits pourrait avoir volé dans le commissariat de Lannes, dans le Brabant wallon, qui a été récemment l'objet de 2 cambriolages. Et selon certaines sources judiciaires, le cambrioleur de Lannes et peut-être de Rhodes, donc, pourrait être Patrick Hamers, ce dangereux gangster qui s'est évadé le 13 août dernier lors de l'attaque d'un fourgon cellulaire à la sortie de Louvain. Petit brin d'optimisme maintenant, la fête des enfants au parc de Bruxelles. Cela a duré toute la journée, de quoi faire oublier aux petits mais aussi aux grands que la rentrée scolaire, c'est pour mardi. Après les lignes Intercity et Interrégion, voici la ligne interne du parc de Bruxelles. Une ligne installée par un club forestois de trains miniatures à vapeur et pour laquelle les jeunes voyageurs se sont véritablement pressés au portillon pendant toute l'après-midi. Une après-midi qui faisait aussi la part belle aux ateliers de maquillage exotique, puisque chaque enfant pouvait choisir d'honorer les couleurs d'un pays grâce au déguisement ad hoc, de quoi laisser au moins un souvenir ensoleillé de ses vacances. Mais le vieux principe d'apprendre en s'amusant était aussi de mise, puisque les plus assidus pouvaient se frotter aux exigences du code de la route, et ce, sans aucun conseil des parents, puisque ceux-ci étaient invités à confier leur progéniture à des animateurs sur place. Une grande fête par an non admis donc, si ce n'est pour le bouquet final, un grand cortège international à faire pâlir d'envie les délégations des Jeux Olympiques. Bref, pour des centaines d'enfants au Parc Royal, c'était en quelque sorte le tour du monde en une après-midi. La rentrée des classes, nous y voici. Elle est souvent l'occasion de renouveler les pièces importantes de la garde-robe d'hiver. Perspective parfois douloureuse pour les parents qui font difficilement face à la surenchère qui sévit parmi les adolescents aujourd'hui. Faut-il céder à leurs exigences ou les escamoter comme le font certaines institutions au profit d'un uniforme austère? Autre signe des temps. La rentrée des classes, c'est aussi la rentrée vestimentaire, le cauchemar des parents qui, au nom de sacro-saintes règles du bien s'habiller, sont littéralement étranglés par des exigences sans commune mesure avec leur budget. Cauchemar des uns, angoisse des autres, les adolescents, qui se sentent marginalisés si leur look diffère tant soit peu des critères du moment. Tu t'es senti obligé de faire comme les autres? Oui, c'est bête, mais c'est comme ça. Bon, parce que c'est quand même une minorité, il y en a pas beaucoup, mais ils sont quand même là, ils sont imposants, ils sont importants, et j'ai fait comme eux. Et quelle attitude ont-ils alors vis-à-vis de ceux qui ne peuvent pas s'offrir ce genre de vêtements? Ils ne leur parlent pas, c'est tout. Pour les adolescents, je pense que c'est très important. C'est une manière pour eux de participer à la société. C'est une manière également de s'affirmer, de réaliser leur identité et parallèlement d'exprimer une certaine conformité par rapport au groupe. Entre eux, il est très important de pouvoir communiquer, de pouvoir exister, de pouvoir se distinguer. Donc, par la surenchère vestimentaire, à la fois, ils parviennent à se différencier des autres en ayant plus, en ayant plus beau, en ayant mieux, en ayant plus cher, mais en même temps, il faut que ce soit conforme à la mode, conforme au groupe. Si c'est trop original, si c'est trop différent, ils sont en même temps exclus de leur groupe. L'appartenance à un groupe
est quelque chose de fondamental. Pour éviter cette surenchère qui mène au troc, au marché noir, voire à d'autres abus, on assiste à un curieux revirement. La réhabilitation de l'uniforme d'autrefois, dont la raison d'être, il n'y a pas si longtemps, était rangée au chapitre des conventions rétrogrades. Il y a un côté pratique. Il y a un côté pratique parce que comme ça, c'est vrai que le matin, il n'y a pas de discussion au niveau des vêtements. Mais c'est surtout, enfin moi, c'est surtout l'équivalence, quoi. Une certaine rigueur, une certaine simplicité, une uniformité parmi les enfants. Les directions d'école choisissent l'uniforme parce que ça simplifie un petit peu l'existence de tout le monde, et des parents, et de la direction d'école, où on n'a plus à faire attention à cet aspect-là des problèmes éducatifs, de l'éducation. C'est facile aussi parce que c'est moins cher. Avec un uniforme, au départ, il y a une appartenance au groupe école. Il y a aussi l'appartenance et l'acceptation par rapport à un règlement. Donc il y a également malgré tout une surenchère qui porte en partie sur l'uniforme, parce qu'il est possible, à partir d'un uniforme bleu marine par exemple, d'avoir, selon la marque, plus ou moins que l'autre. En même temps, pour réaliser leur identité, parce que malgré tout ils doivent y arriver, c'est très important, eh bien ils vont trouver d'autres moyens que l'uniforme. Ils vont donc aller à l'écart du règlement pour réaliser leur identité. Ce week-end, au château de Harzé, dans la région liégeoise, s'est déroulée la 9e fête du fromage belge, une fête à laquelle participaient une quarantaine de laiteries et on a pu voir une grande partie de notre production fromagère nationale. Cette multiplication des fromages fabriqués en Belgique est un phénomène relativement neuf. Elle s'explique essentiellement pour des raisons économiques. Le plateau de Herve, belle région verte, paradis de la vache laitière. Ici, malgré toutes les difficultés, il y a encore des agriculteurs. Malheureusement pour eux, ils produisent du lait, ce lait qui, sous forme de poudre ou de beurre, encombre les réserves de la communauté européenne. Les fermiers du plateau, réunis en coopérative, ont donc décidé de faire autre chose de leur production et s'appuyant sur une activité traditionnelle, ils fabriquent du fromage. Nous étions dans un monde d'excédents laitiers où la spéculation fromagère pouvait nous permettre d'avoir une diversification, de sortir de ces montagnes de beurre et de poudre et de trouver pour nous, par exemple, notre type de coopérative, une valorisation, une valeur ajoutée nettement supérieure aux produits transformés au départ du lait de nos coopérateurs. Valeur ajoutée importante, diversification, telles sont les deux raisons fondamentales de l'efflorescence depuis quelques années des fromages belges. Mais ces images le prouvent, cela signifie pour les laiteries des investissements importants et des techniques relativement sophistiquées. Le lait est un produit qui est extrêmement délicat. C'est en effet un produit vivant et faire du fromage, c'est jouer avec la vie du lait. Et c'est l'orienter, la guider. Et c'est vraiment c'est de la biotechnologie pour faire face à la demande de nos produits. Nous sortons d'une tranche d'investissement de 120 millions ici, rien que pour assurer la production. Tout cela fait qu'aujourd'hui, même si la Belgique n'est pas autosuffisante en matière de fromage, elle parvient malgré tout à exporter des fromages à pâte dure, type Gouda, des demi-durs comme le Maretsu ou le Chimay, et cela vers l'Allemagne, la France, la Hollande ou les pays méditerranéens. Mais les fromagers belges sont allés plus loin depuis quelques années, toujours dans un souci de rentabilité de la production laitière. Ils fabriquent des fromages à pâte molle. Au départ, ils ont copié les grandes appellations étrangères, brie ou camembert. Aujourd'hui, les laiteries ont plutôt tendance à créer des produits neufs, à inventer de nouveaux fromages. Et le public belge a bien répondu à ces innovations. Pour des régions comme le plateau de Herve, ce succès est peut-être le meilleur garant de survie. La tornade Madonna est passée sur Paris avant de descendre sur la Côte d'Azur. 130 000 spectateurs hier au parc de Sceaux dans les Hauts-de-Seine pour un concert événement. Madonna a enthousiasmé ses fans, mais aussi Madame Chirac et sa fille, Jacques Lang et Harlem Désir, symbole donc de curieuse cohabitation. Rien n'a manqué pendant les 2 heures de concert, le plus grand jamais donné en France, lancé de faux dollars et de vraies petites culottes et couplets contre l'avortement. Une foule pareille, 130 000 personnes, cela ne se voit que pour les superstars ou alors pour les soldes. Et il y avait un peu de cela hier soir à Paris. Des soldes pour fétichistes. Allez pour un prix symbolique. Offrez-lui une petite culotte. Oh non, pour une petite culotte. 10 francs comme un long. Pour 10 francs.
Il y a de quoi s'effondrer, et certains d'ailleurs n'y ont pas manqué. Ils ont été 2000 à tomber dans les pommes, dont 58 ont dû recevoir des soins. Ah, Madonna! Série noire pour le cinéma américain après la disparition du réalisateur John Huston. C'est un dur des durs qui s'en va, vaincu par la grippe. Lee Marvin, il est mort à l'âge de 63 ans. Bon méchant, Marvin avait trouvé dans les rôles de dur à la chevelure argentée une image qui allait marquer toute sa carrière. Engagé pendant la guerre et blessé gravement dans le Pacifique, Lee Marvin avouait que c'était chez les Marines qu'il avait appris à jouer un rôle. J'en jouais un tous les jours, disait-il. On retiendra quelques-unes de ses toutes grandes prestations, notamment dans L'homme qui tua Liberty Valance avec John Wayne, Les 12 salopards et Les professionnels avec Burt Lancaster, mais aussi le plus récent Canicule. Well, yeah, but I don't play just heavies. I've played other, I've played other things, but I'm probably remembered for the heavy roles. Any one of you try anything smart, and the 12 of you get it right in the head, right? So try to remember that. What the hell are we waiting for? Expecting a guest list. What guest list? Fire with you. Which one of you guys wants to be a general? A general? You what? Higley. What kind of a general, sir? Just a plain, ordinary, everyday, home-loving American general. I'd rather be a civilian, sir. I haven't made a film in Hollywood in how many years, honey? 14 years. Ça fait 14 ans que je n'ai pas tourné un film à Hollywood. Because they're all overseas. See, films are competing with television in America. So therefore, films are usually made overseas to give the audience a different view than they would get from their television set with a series, for instance, Hé! La chauffeur Houston, américain! Ok, je descends. Qu'est-ce que je te disais qu'on aurait rien qu'avec des produits régionaux? Oh ben Dieu, on tient. Allez! Tu descends, mon Dieu? Oh bon, on n'a pas d'armes, mais on a de l'inspiration. Allez, Ricain, hey! Allez, monsieur Gau, on va voir un coup de bluff. La main sûre de Dieu. Oui, Philippe Reynard, il y a évidemment de quoi sourire parce que le cinéma reste le cinéma, effectivement. Et je dirais que c'est hélas la deuxième fois que nous nous retrouvons en une semaine pour enterrer un grand du cinéma américain. Absolument désolé, croyez-le. Oui. Alors, est-ce que parler de Lee Marvin, ce n'est pas évoquer finalement ce qui est à la fois, je pourrais dire, le bonheur et le malheur de certains acteurs, c'est le fait d'avoir une gueule? Ah oui, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Lee Marvin avait la gueule de l'emploi et évidemment on peut regretter qu'il n'ait jamais eu que les emplois de sa gueule, si j'ose dire. C'est vrai que le malentendu a commencé très tôt. Vous l'avez dit, Jean-Pierre, c'est au sein même de sa famille que il a eu la révélation de son rôle de dur, puisque ses parents étaient plutôt artistes, son père publicitaire, sa mère journaliste, et que le petit Lee Marvin s'est senti le besoin de s'engager dans les Marines à 17 ans pour aller se battre dans le Pacifique. Il est revenu avec décoration et blessures graves, et puis finalement il est revenu aussi avec une expérience qui était celle de son côté artiste qu'il a quand même ressenti parmi les soldats là-bas dans le Pacifique. Alors il s'est tâté, il est allé voir du côté du cinéma en 1951, il faisait ses premiers pas dans You and the Navy Now, vous êtes dans la marine maintenant, habilement traduit par La marine est dans le lac en français, et tout de suite il a été repéré pour sa tête, il était extrêmement typé, on le sait, et il a commencé à tourner à un rythme effrayant, 5 ou 6 films par an, c'était l'époque où Hollywood faisait énormément de films de genre, et donc il était le bienvenu. Il a été très vite coincé dans cette image d'hyper-violent, parce qu'en 1953, il a donné, sous la direction de Fritz Lang, qui à ce moment-là travaillait à Hollywood, une scène que les cinéphiles n'oublieront pas de sitôt, c'était dans Big Heat, et il défigurait à coups de cafetière brûlante la charmante Gloria Graham.
Ça marque une carrière. Et en effet, jusqu'au 12 salopard, il est resté coincé en cette image avec, heureusement, certains réalisateurs qui ont senti ses qualités, parce qu'il faut savoir que Lee Marvin était agrégé de philosophie par ailleurs, et que c'était loin d'être un homme au crâne vide. Et par exemple, John Ford lui a donné un très beau rôle dans La Taverne de l'Irlandais en 63, où il était bonhomme et sympathique. Et puis, surtout, il y a eu la rencontre avec John Borman en 67 et 68, avec l'inoubliable duel dans le Pacifique, où il s'opposait à Mifune, pardon, Toshiro Mifune. C'est un tout grand film et ça montrait toute la valeur que pouvait avoir cet acteur qui malheureusement dans les années 70 n'a plus retrouvé, si ce n'est avec Samuel Fuller, l'occasion de déployer son talent. Effectivement, alors maintenant, c'est ça, les enchaînements de télé, le sport, et je passe de l'autre côté. Roger Laboureur, vous allez nous parler certainement des 32e de finale de la Coupe de Belgique de football et de l'étonnant match Libramont-Antwerp. Vous y étiez, comme on dit. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas beaucoup de journalistes professionnels, pas beaucoup avaient cru à la victoire de Libramont. Mais nous reviendrons un instant, si vous voulez bien, Jean-Pierre, au premier titre de journal, c'est-à-dire le fantastique record de Ben Johnson dans le 100 mètres des championnats du monde d'athlétisme à Rome. Il a couru ce 100 mètres en 9 secondes 83 centièmes, améliorant de 1/10 de seconde l'ancien record. Autre record du monde aussi, en saut en hauteur féminin, la Bulgare Kostadinova a sauté 2,9 mètres, gain sur l'ancien record qui lui appartenait, 1 centimètre. Le football, en effet, donc Libramont hier rencontrait l'Antwerp qui est leader du championnat de Belgique. Libramont joue en promotion, ne l'oublions pas, il y avait 2800 spectateurs. Et vous allez voir comment Libramont est parvenu à éliminer l'Antwerp. Le premier but, eh bien le premier but, c'est pour Libramont, un coup franc tiré par Jourdan. C'est le spécialiste des coups francs à Libramont. C'est un peu le Platini luxembourgeois. Et voilà qu'après 22 minutes de jeu, Libramont mène 1-0. C'est la joie sur les gradins. Et ça ne fait que commencer. Le gardien Cuvelier, héros de la soirée, arrête un pénalty tiré par les Anversois. 1-0 au repos. Après 8 minutes de jeu, Séverins va égaliser pour l'Antwerp 1-1. Les supporters de l'Antwerp respirent. Voyez à l'avant-plan cet Anversois qui croit être libéré. Ouf, nous avons eu chaud, dit-il, ça va mieux pour nous. Mais il n'est pas au bout de ses peines. Libramont va marquer par Rollin. Ça fait 2-1. Et ça continue à 20 minutes de la fin. Erreur de Knops, Dumont se présente devant le gardien. Il tire, De Koning repousse. Muret là, il reprend, c'est 3-1. Libramont élimine l'Antwerp. C'est le délire sur les gradins et dans les vestiaires. À l'heure qu'il est, paraît-il, on chante toujours dans les rues de Libramont. Les résultats complets de ces 32e de finale de la Coupe de Belgique, vous l'avez vu. Libramont, donc, club de promotion, élimine l'Antwerp. Qualification aussi pour Anderlecht, le Cercle de Bruges, Charleroi, l'Olympique, Waterskei, Standard, la Gantoise, Waregem, Lokeren, Serein, le Football Club de Liège, Westerlo, club de division 3, Patro-Esden, Courtrai et Harelbeek. Enfin, du Football Club brugeois, 13-0, on n'a pas fait le détail, mais il faut dire que Wallin, c'est un club de 2e provincial. De Hoogstraten, Boom a battu Jambes, le RWDM qualifié aussi, Berkem, le Liers, Tongres qualifié au penalty et le Berscott qui a battu Dessel. Tout dernier tableau maintenant pour la qualification de Saint-Tron, d'Éclos, de Loy, surprise, il a battu le Racing Jet de Bruxelles, les déqualifiés, Winterslack, le Football Club malinois, Beveren et Assent au penalty. Quelques résultats encore. Tennis, championnat de Belgique. Le nouveau champion de Belgique s'appelle Karl De Meunk. Il a battu Brouwerman par 3-7-2 et en aviron au championnat du monde qui se dispute en ce moment à Copenhague. Une médaille d'argent pour la Belgique dans le double, dans le 2 de couple féminin, grâce à Marianne van der Moer et Lucia Fock. Voilà. Nathalie, bonsoir. Alors, soleil aujourd'hui, il était au rendez-vous. Oui. Alors, pour la rentrée des classes, est-ce qu'en plus de l'uniforme, il va falloir mettre un képi?
Eh bien, pour la rentrée des classes, il faudra mettre un képi pour l'uniforme, mais pas pour le soleil, malheureusement, car il nous aura déjà quittés sous une menace orageuse. Sur notre photo satellite d'aujourd'hui, vous pouvez voir un tas de petites cellules anticycloniques, en fait, sur toute l'Europe, dont une cellule dans laquelle nous rentrerons demain, ainsi que les îles britanniques. Alors, les petits nuages que vous voyez encore sur la Grande-Bretagne nous arriveront demain matin sous forme de brouillard et de brume. Sur notre carte, vous retrouvez la très belle zone anticyclonique dans laquelle nous entrerons demain, qui nous apportera du soleil. Par contre, ici, une très belle zone dépressionnaire, si on veut, qui, elle, arrivera sur la Bretagne avec ses foyers orageux demain et ensuite chez nous. Alors cette nuit, le ciel sera clair à peu nuageux. Les quelques champs de nuages qui pourraient se manifester le feront principalement dans le nord et l'est du pays. Pour demain matin, même programme que pour ce matin, des bandes brouillard, des nuages bas et de la brume. Attention à la visibilité qui ne sera pas des meilleures. Demain après-midi, le soleil sera de la partie accompagné de quelques cumulus de beau temps. Les températures, les minima de cette nuit varieront entre 10 et 15 degrés. Il y aura 10 à 12 degrés en Ardennes, 14 degrés en Gaume, au Limbourg et à la Côte et 15 degrés au centre. Pour la journée de demain, les températures dépasseront les 20 degrés avec jusqu'à 25-26 degrés dans le centre, 23 degrés à la Côte, au Limbourg et en Gaume et 20 degrés en Ardennes. Et bien voilà un temps qui sera donc beau et chaud pour demain lundi. Fin de cette première édition particulièrement riche et donc un peu plus longue. Je vous en rappelle quelques titres. Inquiétude dans le Golfe après de nouvelles attaques de l'Irak. Afrique du Sud, on va sans doute vers la fin de la grève des mineurs noirs après un accord patronat-syndicat. Et puis aussi ces images avec lesquelles nous avons ouvert notre journal. À Rome, au championnat du monde, Johnson a battu Lewis. Il bat aussi le record du monde sur 100 mètres. La barre est désormais à 9 secondes 83 centièmes. C'est fou. C'est René Thierry qui vous présentera JT Dernière. Demain, vous retrouverez Françoise Van de Mortel. Merci de votre attention. Bonne soirée et à bientôt.